Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé pour un vlog. Alors déjà, bonjour, j'ai oublié, comme je viens de tourner ma vidéo, enfin ma vidéo sur Dostoïevski, que je n'ai absolument pas présentée de la façon que j'envisageais initialement. Mais bon, passons, peu importe. L'essentiel c'est que j'ai fait cette vidéo. En tout cas, elle est importante pour moi parce qu'elle me permet un petit peu de faire un point, un bilan de d'où je peux en être aujourd'hui dans ma découverte de l'œuvre de l'auteur. Alors attendez, j'allume juste une autre lumière parce que il me semble que c'est pas terrible. Hop, bon, c'est peut-être un peu mieux. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que ce week-end, je vais avoir quand même pas mal l'occasion de lire, je pense, et c'était l'occasion de renouer un petit peu avec le format du vlog que je n'ai pas exploité depuis un petit moment et qui, je dois l'admettre, me manque pas mal, notamment en ce qui concerne les retours sur les graphiques, donc le point que je peux faire sur mes avis lecture en matière de graphique. Je suis actuellement en train de lire L'orage qui vient de Louise May, qui n'a donc absolument rien à voir avec un ouvrage graphique, mais je tenais à vous dire que déjà je compte terminer cet ouvrage-là. J'ai lu une cinquantaine de pages et il en a exactement 200, donc il m'en reste 150, mais c'est écrit extrêmement gros. C'est publié chez La Ville Brûle, qui est la maison d'édition qui publie notamment Digli et qui a notamment publié la nouvelle traduction de Clémentine Beauvais sur Lizzie Laura et les hommes gobelins, qui était vraiment incroyable. Bref, donc c'est une maison d'édition dont le travail est très qualitatif, je trouve. Et Louise May, c'est une autrice que j'ai rencontrée lors du salon du polar à Villeneuve-les-Avignon en octobre, me semble-t-il, et je ne connaissais absolument pas son œuvre, mais comme tous ses titres parlent des femmes, de la condition des femmes, des violences faites aux femmes, bref, de la substitution de l'identité aussi, j'aime beaucoup cette thématique-là, et que même si en l'occurrence on était au salon du polar et que je n'aime pas ça, j'avais l'impression que quand même la dominante de ses œuvres était une dominante horrifique, donc je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter. Cet ouvrage, donc, pour l'instant, c'est un peu tôt dans ma lecture pour vous dire ce que j'en pense. Je trouve en tout cas qu'il a une petite veine qui va se rapprocher de Rouge de Pascaline Nolo, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de village reclus. Alors on est dans un monde, si j'ai bien compris, post-apocalyptique, où tout du moins il s'est passé quelque chose d'assez dramatique qui a changé radicalement la société dans laquelle on vit. Et on va suivre des femmes qui évoluent entre elles parce que la plupart des hommes ont été décimés. Et nous, l'héroïne qu'on suit, elle s'appelle Mila, elle a 15 ans. Et pour l'instant, voilà, bon, c'est encore assez... c'est les balbutiements, je suis au début de l'ouvrage. Ce que je veux lire absolument, c'est ça. J'ai reçu les tomes 1 et 2 de Simone. Alors par contre, celui-là est arrivé dans un état catastrophique, mais vraiment catastrophique, hein, je vous laisse voir. C'est vraiment... dur, mais bon. Donc Simone de Morvan, Evrard et Walter, qui reprend donc l'histoire de Simone Lagrange, qui est donc arrêtée par la Gestapo en 1944 lorsqu'elle a 13 ans. Et donc ici on va suivre son histoire. Donc c'est une histoire en 3 tomes. Le troisième tome ne va pas tarder à apparaître, je pense. C'est catastrophique, hein, le tome 1. Bref. Et donc bon bah forcément ce sont des BD qui je pense vont être assez difficiles, mais qui sont nécessaires. Je pense les mettre à disposition de mes classes dès que j'en aurai fini la lecture. Ça peut être super intéressant, notamment pour les élèves de... Alors j'ai pas de 3e cette année, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour les élèves de 3e, puisque au programme on a donc la littérature autobiographique, et la plupart du temps dans cette thématique là on choisit de parler du journal d'Anne Frank ou de certains titres comme Un secret de Grimbert, bref, des titres qui vont mettre en avant des récits autobiographiques ou pseudo-autobiographiques, mais qui vont parler donc de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était indispensable de les lire et je suis très contente de les avoir reçus. Je vais aller chercher le reste parce que je n'ai pas préparé le reste de ce que je voulais vous montrer. Voilà. J'en ai mis quelques-unes. Donc déjà le tome 3 de 5 des Sœurs Grémillet, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu, je trouve ça absolument scandaleux, voilà. Donc il va être très très vite lu parce que j'ai besoin de quelque chose de doudou là, j'ai passé une semaine difficile et ça va me faire du bien. Ensuite, Notre-Dame de Paris, l'adaptation en BD. Je n'ai jamais lu Notre-Dame de Paris, ça va être une première rencontre, je dirais. En sachant que j'ai l'édition illustrée de Benjamin Lacombe aussi, qui est radicalement différente de celle-ci. Là, ce sont des parties du texte qui sont choisies. Les Mondes des Willan, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est le tome 4, donc la suite de la saga.
Et voilà, bon, c'est une adaptation que j'apprécie toujours autant. Je trouve que vraiment c'est une bonne alternative pour rentrer dans l'œuvre et puis même plus généralement pour ceux qui apprécient beaucoup l'univers des Whelan. Une façon peut-être de voir les choses représentées, dessinées, c'est assez agréable aussi. Ensuite, j'ai pris La fille des 4 vents de... Je n'avais plus de batterie, donc je disais La fille des 4 vents de Myriam Daman et Paul Echegoyen. Donc c'est publié, j'espère que je le prononce bien, c'est publié chez les éditions Glénat. Et alors là, ça va être très vite lu parce que c'est un livre de contes. Et, enfin, c'est présenté tout du moins comme les livres pour enfants. Illustrés, tout ça, très élégant, très beau, voilà, donc je pense que je vais lire ça ce soir avant de m'endormir. Pour rester dans les lectures un petit peu doudou, alors vous allez me dire il n'y a pas que du doudou quand même, parce que L'orage qui vient et la partie BD que je vous ai présentée avec Simone, j'ai conscience du fait que ça va être nettement plus rude que le reste, mais c'est pour ça que j'ai besoin de choses peut-être un petit peu plus légères à côté. Notre-Dame de Paris, je pense que ça va aussi être complexe. Mais bon, encore une fois, qui ne tente rien n'a rien, donc je vous montre ce que j'aimerais lire dans l'idéal. Le Grimoire d'Elphie, le tome 4, me semble-t-il. Oui, c'est ça, le tome 4. Là, c'est pareil, c'est vraiment une saga doudou pour moi. C'est un petit bonbon, petit bijou. J'aime tellement, tellement, tellement cette saga. Donc, c'est par Audrey Alouette, Arleston et Minnie Ludwig. Et c'est d'une douceur indicible, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ensuite, donc, 2 tomes de La sagesse des mythes. Alors, je veux lire la suite de Lancelot parce que j'aimerais bien relire la première partie, ce que je vais faire, et enchaîner avec celle-ci. Et ensuite, Carmen, voilà. Qui sont donc, alors je vous ai déjà montré à plusieurs reprises les dessins, alors ils sont assez différents ceux-ci, j'ai l'impression que l'adaptation des classiques est sensiblement différente de celle de la mythologie, mais je trouve que c'est, voilà, qu'ils sont très beaux aussi, et on va les regarder ensemble ce que j'ai d'autre à lire en matière de graphique, parce que je pense qu'il y a d'autres choses que je pourrais éventuellement rajouter, compte tenu du fait que j'ai vraiment prévu de pas faire grand chose si ce n'est travailler et lire. Et voilà, donc on va aller regarder un petit peu ce que j'ai dans ma palle. C'est parti. Ce qui va me rester au niveau des graphiques, ça va être ici. Alors pardon, il y a Indy qui vient de passer, évidemment, puisque je suis assise par terre. J'avais remis de côté les sorcelines pour faire la relecture de tous les tomes, donc ils sont ici. C'est pareil, une fois que je les aurai lus, ils iront à l'école parce qu'ils sont pas mal demandés quand même. D'ailleurs, le tome 1 et le tome 2 sont à l'école, mais je les ai relus il y a pas longtemps, donc l'occasion de relire les tomes 3, 4, 5 et 6 parce que j'aime beaucoup cette série. J'ai ici l'intégrale de la boîte à musique aussi, mais je vais pas le sortir parce que je vais pas le relire maintenant. Ah oui, il y a celui-ci que je dois lire depuis un moment, que j'avais reçu de la part de la maison d'édition, donc de la part de Demain Édition, donc Née rebelle, jeune fille au point levé. Donc ce sont des portraits de jeunes filles qui vont œuvrer, qui vont être activistes pour un certain nombre de causes. Et ça avait l'air très sympathique, donc je vais le sortir. Je vais le mettre là-bas, hop, comme ça c'est fait. Les sorcelines, on va peut-être pas les prendre parce que c'est peut-être pas le moment de faire des relectures, pas trop le temps en ce moment. Et on va aller voir le reste de la palle. Palle. En tout cas, c'est les SP. Comment dire, SP graphiques, quoi. Je sais pas comment va être la lumière, c'est bien la première fois que je filme ici. Donc il y a les Tokyo Revengers, les tomes 23, 24, 25 et 26 qui sont là, que je dois lire. Mais franchement, je pense pas que ça va être possible de faire tout ça non plus, on va pas se mentir. Après, est-ce que je le prioritiserai, ça, parce que j'aime quand même bien les lire, les Tokyo Revengers, lorsque je les reçois. Ensuite, alors ça m'a intrigué beaucoup. Donc ça m'a été envoyé de la part des éditions Glénat, encore une fois. Attendez, je vais allumer parce que la luminosité n'est pas terrible. Si vous entendez des clics-clics, c'est Indy, c'est normal. Donc, j'ai reçu Anthologie de la rêverie et Anthologie de l'être humain, enfin de l'humain, de Moto Hagio dans les deux cas. Et alors, c'est des graphismes qui sont vraiment à l'ancienne. Il y a un petit côté... moi, ça me fait penser au graphisme de baptisme de Kazuo Umezu, vous voyez, donc assez à l'ancienne. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Mais les thématiques avaient l'air très sympas, donc c'est pour ça que j'étais contente de les découvrir. Ensuite, il reste... ça, j'ai le tome 1 et le tome 2 à lire aussi. Alors là, je pense que dans les lectures doudou, on est en plein dedans. Le gros chat et la sorcière grincheuse. C'est publié chez Doki Doki, c'est très mignon. Voilà, ensuite, il faudra que je vous parle de ça aussi plus tard, mais c'est autre chose, c'est un projet un peu plus
sérieux entre guillemets, enfin en tout cas en lien avec le travail. Mais c'est intéressant, c'est intéressant qu'on me fait parvenir certaines choses. Ensuite, il y a Jeanne des Ombres de Jean-Christophe Dévenet et Valentin Varel qui est publié chez les éditions Glénat, qui est très jolie aussi, qui vient de sortir. Là, on est sur des couleurs qui font très très jeunesse, je trouve. On doit vraiment être dans une BD à destination d'un public enfant. Et c'est une histoire qui sera publiée en 3 tomes. Ensuite, il y a Bioméga, les tomes 1 et 2 que j'ai finalement reçus. Je vous en parlais dans un book haul, le dernier book haul, je crois, présent sur la chaîne. J'avais le tome 3, mais pas les tomes 1 et 2, donc c'est top. Après, ils sont vraiment énormes, mais c'est très très beau, quoi. Vraiment très joli. J'espère que ça me plaira parce que j'ai regardé un petit peu plus en détail et finalement, je suis pas convaincue. Il y a tout un aspect science-fiction, mais ça a l'air d'être de la science-fiction poussiéreuse, un petit peu années 70, et j'ai un petit peu du mal avec ça. Bref. Et ensuite, le tome 2 de Brume, La forêt des âmes perdues, qui a donc reçu, je ne le savais pas, mais un prix au Festival d'Angoulême pour le prix de la BD jeunesse. Très mignon, très beau, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était très touchant. Après, ça reste très très jeunesse, vraiment, c'est une toute petite BD, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, en sachant que j'ai terminé celui-ci ce matin-là. Et à la fin, il meurt, donc de Lou Luby, et que j'ai beaucoup aimé, comme j'aime beaucoup la plupart du temps tout ce que fait Lou Luby. Voilà, j'ai l'impression de vous avoir vraiment proposé une certaine quantité de titres là, mais voilà, c'était pour vous donner une idée un petit peu de ce que j'aurais aimé lire en graphique. Et après, on va passer à ce que j'aimerais lire en roman, mais alors d'abord, je vais prendre ça et aller le poser là-bas. Et maintenant, je vous reprends pour retourner dans la chambre. Hop. J'en ai semé partout. Voilà, donc ça c'est pour la partie graphique, je dirais. Hop. Et en ce qui concerne les ouvrages, j'en ai sorti 2. Là aussi c'est audacieux. Donc d'abord finir le Louise May dont je vous ai parlé. Commencer un autre Louise May que je m'étais prévu dans le cadre du challenge de la crypte de Jodie, qui se termine début février et que pour l'instant je l'ai pas rempli. Voilà, donc j'ai quand même lu quelques titres que j'avais prévus mais pas tout, et celui-ci en faisait partie. Et alors c'est anecdotique, mais c'est vrai que c'est une expérience que je n'ai pas faite, je crois. Il y a un protagoniste qui se nomme Fanny, je crois, alors je sais plus si c'est dans cet ouvrage ou si c'est dans l'autre femme, un des deux, bref, voilà. Donc du coup, ça m'avait un petit peu interpellée. Et ça, c'est vraiment ce que je veux faire ce week-end. Ce que j'aimerais, c'est lire le double de Dostoïevski. Pour une raison simple, c'est que je n'ai qu'une envie depuis quelques jours, c'est regarder l'adaptation qui a été faite donc, de ce roman avec Jesse Eisenberg. Donc je vous mettrai l'affiche ici. Donc c'est un film de Richard Ayoade, je crois, et il est sorti en 2013, 2013 je pense. Et bon, alors c'est la grosse époque Jesse Eisenberg si c'est 2013, mais ouais, j'ai très envie de le voir. Depuis que j'ai appris son existence, je dois reconnaître qu'il ne m'est pas sorti de la tête. Voilà, en gros, je voulais vous présenter un petit peu ces projets-là. Là, pour l'instant, je vais faire un petit peu de ménage. Je pense qu'il faudrait que je m'avance un petit peu sur des montages et aussi que je fasse un petit peu de prépa cours. Voilà, en sachant que nous sommes vendredi et qu'il est 18h03. Voilà. J'aurais bien aimé voir Wonka aussi, mais ça je sais pas si j'aurai l'occasion. Je vous le dirai. En tout cas, j'aurais bien aimé relire le livre avant aussi, pour faire une espèce de vidéo du livre au film, parce que c'est quand même un livre que j'aime beaucoup, voilà. Mais enfin, j'ai envie de faire énormément de choses ce week-end, j'aurai pas le temps, mais je voulais un petit peu vlogger avec vous et vous partager un petit peu ce que j'aurai le temps de faire, en tout cas, voilà. Et Indy vous dit enfin bonjour. Je viens de vérifier, mais concernant le chat grincheux et la sorcière grincheuse, le manga, je n'ai pas le tome 2. J'ai seulement le tome 1 que je vois là-bas, que je vais attraper, mais je n'ai pas le tome 2, donc ce sera une lecture de tome 1. Parce que, bon, après, même si j'imagine que l'histoire ne sera pas incompréhensible pour autant, n'empêche qu'il manquera un tome, voilà. Bon, bah, je reviens vers vous dès que j'aurai un petit peu avancé tout ça.
Je vous retrouve pour faire un petit point sur mes lectures et je vous embarquerai ensuite un petit peu pour le reste. J'ai pas mal lu, j'ai plutôt bien avancé. Alors en sachant qu'il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer puisque elles sont sous l'appareil photo afin de faire un socle, un support. Je vais commencer par donc les tomes 23 et 24 de Tokyo Revengers en sachant que le 25 et le 26 sont sous l'appareil photo. Voilà. Donc j'ai lu 4 tomes et je maintiens le fait que même si j'affectionne beaucoup cette série pour tout ce qu'elle peut proposer, pour la psychologie de ses personnages, pour son humour, pour l'aspect shonen aussi qui est très très bien exploité, pas de façon trop caricaturale je trouve, même si bien évidemment ça reprend les grandes lignes, les grands codes de ce fameux héros qui est un petit peu un anti-héros au début, qui va devoir lutter pour s'affranchir d'un certain nombre d'éléments qui le pèsent et aussi pour retrouver ce qui est véritablement important pour lui. Voilà, donc c'est un petit peu... Bon, c'est la quête classique du héros dans le shonen. Donc tout cet aspect-là est très bien et puis de façon générale j'aime beaucoup Tokyo Revengers. Je trouve particulièrement, je vous le dis à chaque fois, je vais essayer de trouver un endroit qui ne vous spoil pas trop, mais j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve très élégantes, très belles et elles ont beaucoup d'identité. Alors elles gardent le code très rond de ce qui se fait beaucoup depuis 5 ou 6 ans, mais je trouve qu'elles s'émancipent aussi un petit peu en ce sens qu'elles ne se cantonne pas à un dessin qui fait très enfantin. Voilà. Il y a vraiment cet aspect très arrondi en même temps qu'une volonté d'avoir une véritable identité et je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, il y a plein de points positifs dans Tokyo Revengers, mais encore une fois, je trouve que la saga commence vraiment à traîner en longueur et on le sent parce que les enjeux viennent et reviennent systématiquement. Ils ne s'enrichissent pas plus que ça et je pense que, mais je le mentionne systématiquement, que la saga s'essouffle. Et encore, j'ai trouvé que ces 4 tomes-là étaient un peu plus engageants que les derniers que j'avais pu lire. Il me semble que les derniers dont je vous ai parlé, c'était le 21 et 22. Il me semble que j'en avais lu que 2 d'affilée. Là, le fait d'en avoir 4 aussi, il faut dire que ça nous prend dans un flux un petit peu plus attractif parce que plus long, donc on se plonge véritablement dans l'histoire et ça c'est plutôt sympa, mais je veux dire, ouais, il y a des choses qui vont pas, qui sont trop récurrentes, qui reviennent et qui font que voilà, je le dis chaque fois, mais je ne sais pas si je vais continuer la saga. Alors évidemment j'ai toujours envie de savoir la suite, mais je suis pas sûre d'avoir envie de la relire non plus. Bref, voilà. Bon, il y a tout un tas de choses qui font que je ne sais pas trop où j'en suis avec Tokyo Revengers. Et pardon, il y a Indy qui passe. Une BD dont je vous ai parlé au début de ce vlog, donc Brume, le tome 2. Je vous ai mis quelques images dans les plans précédents, mais je vous remontre un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Je suis absolument conquise par cette BD que je vais mettre à disposition de mes élèves en classe également. Elle s'adresse à un public jeunesse. Elle a reçu donc le prix de la sélection jeunesse au festival d'Angoulême et je comprends pourquoi. Elle est tout à la fois drôle, originale. Elle met en scène un personnage qui est complètement décalé, déjanté, qui permet aussi de marquer un petit peu de représentation dans cette BD puisqu'on n'est pas en face du personnage traditionnel, je dirais. C'est une petite fille qui est en quête de son identité et qui recherche sa maman. Qui se pose beaucoup de questions sur ses origines et qui a un certain nombre de pouvoirs et qu'elle est persuadée de les maîtriser plus ou moins, mais bon, elle est accompagnée de son petit cochon qui est juste là, qui est adorable et qui participe grandement de son pouvoir. Voilà, donc il y a plein de petits détails, plein de petits éléments qui sont très très mignons et avec elle il y a donc toujours son compagnon. Alors je ne me souviens plus de son nom, je l'ai lu tout à l'heure, c'est terrible comme ma mémoire me fait défaut, mais oui, même la relation est très mignonne, très touchante. Vraiment, c'est une BD que j'aime beaucoup. D'autant que... Alors, ça me fait un petit peu penser... C'est différent dans l'histoire que ça propose, mais au niveau des relations entre les personnages... Ah, je suis désolée, il y a Indy qui se gratte juste à côté de l'appareil. Vous devez avoir le bruit du micro. Dans le micro. Ça me fait un petit peu penser à Lily Ghost dont je vous avais parlé il y a quelques temps, qui est une BD publiée chez Albin Michel. Donc je reprends parce que j'ai peur qu'Indy ait fait trop de bruit. Je vous disais que ça me fait un petit peu penser à la BD Lily Ghost qui est donc publiée chez les éditions Albin Michel. Un seul tome est paru jusque là, mais vous avez ce même type de relation entre les deux protagonistes qui sont des enfants. Donc je dirais un personnage masculin qui est assez classique, qui ne sort pas vraiment des sentiers battus, qui est parfois un petit peu
déçu aussi par son existence, qu'il trouve monotone et qui va rencontrer un personnage féminin qui est pétillant, qui est plein de vie, qui est un petit peu aux antipodes finalement de la composition du personnage masculin qui nous est présenté. Donc voilà, c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup appréciée. Alors une lecture que j'ai commencée mais que j'ai abandonnée en cours de route et pourtant c'est graphique et ça va vite mais je n'ai pas spécialement aimé. Alors c'est Jeanne des Ombres. Si je trouvais que le début faisait penser à un conte Disney, mais bon pourquoi pas, ça manquait cruellement d'originalité mais pourquoi pas. Très vite, j'ai trouvé que l'histoire tournait en rond, les personnages ne m'intéressaient pas, je n'aime pas non plus l'univers graphique, je trouve que les couleurs sont trop... Je vais vous montrer ça. Je les trouve beaucoup trop saturées, je trouve que c'est très agressif à l'œil, ça me donne personnellement peu envie de me plonger dans l'histoire et de plus, l'histoire me semble très largement insuffisante et exploitée... je sais pas d'une façon en tout cas qui me convient. Encore un, La fille des 4 vents, donc de Myriam Daman et Paul Echegoyen. Alors ça c'est un conte, c'est véritablement un conte, donc c'est véritablement un ouvrage pour les enfants. C'est très mignon, les illustrations sont très chouettes. C'est vraiment un ouvrage de qualité qui reprend les mêmes thématiques que La Petite Sirène. Et d'ailleurs je dirais que le premier quart de l'histoire... et véritablement, enfin, c'est La Petite Sirène. Il n'y a aucune nuance. C'est exactement ça. On suit une jeune fille qui vit donc dans le monde des vents, qui souhaite absolument aller vivre avec les humains et qui va faire un espèce de pacte avec une pie, donc, qui est une sorcière. Et de ce pacte, bien sûr, elle va pouvoir rejoindre le monde des humains, mais les vents vont se retrouver emprisonnés et il n'y aura plus de vent sur Terre, donc tous les humains vont souffrir d'un certain nombre de choses. Et donc Ninhuil, qui est le personnage principal, va devoir trouver une solution pour libérer donc les vents qui l'ont d'une part éduqué, mais qui sont aussi essentiels au maintien de l'espèce humaine. Voilà. Donc c'est mignon, c'est pas mal. Après c'est vraiment pour les tout petits. Et je termine avec, alors je pense mon coup de cœur de cette sélection, même si Brume fait aussi partie des coups de cœur de cette sélection, mais pour des raisons complètement différentes, vous vous en doutez. Simone, le premier tome, alors mais vraiment, je sais pas, l'autre fois je sais pas si vous voyez bien, mais la BD est ravagée. Donc obéir c'est trahir, désobéir c'est servir, donc c'est de Morvan, Évrard et Walter. Et là donc on a l'histoire vraie de Simone Lagrange qui va être déportée à Auschwitz avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un témoignage de ce qui se passe dans les camps. C'est vraiment sans concession. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi toute une partie de l'histoire qui se passe après, donc lorsqu'elle est adulte, et que l'enquête pour retrouver Klaus Barbie est lancée. Et en fait elle va participer à l'arrestation de Klaus Barbie, donc il y a également cette dimension-là qui est traitée, qui est vraiment très bien traitée même. Donc je trouve que c'est une BD très réussie, très qualitative. Il manque un tome, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Donc il manque le 3e tome qui s'appellera Quelqu'un qui caresse un chat. On ne peut pas imaginer qu'il puisse être méchant. Et donc ce 3e tome viendra clore cette présentation de Simone. J'ai appris que les auteurs avaient également travaillé sur un autre titre en 5 tomes pardon, qui s'appelait Irena, et qui parle également de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais en tout cas, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé ma lecture, et j'ai également lu le 2e tome que je ne peux pas vous présenter car il soutient l'appareil photo. C'était juste l'occasion pour moi de faire un petit point sur ces lectures. Maintenant que c'est fait, je vous laisse et je vous retrouverai un peu plus tard. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra, j'ai envie de vous dire comme d'habitude lorsque je fais un vlog, je vous retrouve pour faire un petit point sur 2 ouvrages que j'ai lus et je vais chercher le 3e de ce pas, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais Les Mondes des Willan, donc Le Brûleur, donc la suite des Mondes des Willan tout simplement. Je vous remonte les illustrations parce que comme d'habitude elles sont très très belles, voilà. Elle mérite d'être montrée et soulignée. Ces adaptations, vraiment, chez Glénat, elles sont sublimes. Je pense... Donc, on a eu les 2 premiers tomes d'Elana, je crois. Là, Les Mondes des Willan est en train de se terminer. La totalité de la quête des Willan est déjà parue. On a eu l'autre, je crois, il me semble. Un premier tome en tout cas. Et vraiment, j'affectionne tout particulièrement cette collection parce que je la trouve très complète, très bien faite.
Donc nécessairement, je vous en parle à de multiples reprises. Après, il faut savoir que je suis déjà très familière du monde des Willan. Je peux comprendre que si on le découvre très tardivement dans sa vie de lecteur, on ait des réticences et que ça reste tout de même une saga très jeunesse. Mais je peux que vous inviter à vous plonger dans cet univers parce qu'il est vraiment, je trouve, très appréciable, très élégant et très complet. J'ai lu ensuite 2 ouvrages. Alors, je vous l'avais raconté, je crois. Je n'en suis plus sûre, il me semble que c'était dans un book haul. Je me suis rendue il y a de cela. Alors je suis désolée, je n'arrête pas de bouger, mais je n'arrête pas d'avoir des fourmis dans les pieds pour tout vous dire, donc c'est très désagréable. Je m'étais donc rendue il y a 3 mois, je crois, 3-4 mois. Donc, je vais vous dire ça de toute façon, puisque c'est l'endroit où je me suis fait dédicacer les ouvrages. Donc en novembre, je me suis rendue au Salon du Polar à Villeneuve-les-Avignon. Et se trouvait donc présente à ce festival Louise May, qui est une autrice que je ne connaissais absolument pas. Mais alors je n'avais rien prévu d'acheter puisque je n'aime pas le polar, ce n'est pas fait pour moi, j'ai horreur de ça, je déteste à partir du moment où il y a un policier dans un roman ou dans un film. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je déteste profondément là-dedans. Alors je vais mettre de côté bien sûr tout ce qui va être plus orienté thriller horrifique ou alors thriller véritablement glaçant parce qu'il y a tout un aspect psychologique. Je pense à Zodiac, à Seven, à bon nombre de films finalement, même à Gone Girl qui finalement compte énormément de policiers ou à Prisoners par exemple, ce type de film. Bref, il y a quand même des choses que j'arrive à apprécier, mais le terme polar, il est absolument rédhibitoire pour moi. Donc je n'avais rien prévu d'acheter. Mais en sortant, je lis le résumé de ce... Non, je vous dis n'importe quoi. Je lis le résumé de La seconde épouse que je n'ai pas ici. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé? C'est pas la seconde épouse, c'est la deuxième femme. Je l'ai terminé aussi. Alors je vous en parlerai plus en avis lecture parce que là je pense que ça va faire beaucoup en termes de nombre d'ouvrages présentés sur ce vlog. Je vais donc rester sur ces 2-là. Mais en tout cas donc le résumé de la deuxième épouse, de la deuxième femme m'avait beaucoup plu parce qu'il abordait la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui va revenir dans ces 2 titres de façon complètement différente. De très très loin, sur les 3, c'est ce titre-là que j'ai préféré. De très très loin. Que ce soit en termes de plumes, j'ai trouvé que le style de Louise May ici, il était sans concession, il était pointilleux, il était régulier. Je trouve que il y a un côté très froid qui va extrêmement bien avec le personnage principal qu'on suit dans la plume en fait. Il y a quelque chose de froid, de sec et encore une fois, ça porte donc très très bien l'histoire. Ici, on suit Mila qui a 15 ans, qui habite dans une espèce de village reculé qui ne compte que des femmes. Et Mila, elle se sent un petit peu le devoir, comme chacune de ces femmes, d'œuvrer à la protection de ce lieu de vie qui est préservé, exempt de la présence des hommes. Mais un jour, un homme va donc s'approcher de cette espèce de refuge et il va leur venir en aide d'une certaine façon et les femmes ne vont pas vouloir le mettre dehors tout de suite simplement parce qu'elles ressentent de la gratitude envers lui. Sauf que plus cet homme reste, plus les choses deviennent complexes, deviennent déplacées au sein de la communauté. Il y a des conflits d'intérêts qui vont se poser. Par contre, à aucun moment, et ça c'est quelque chose qui était très appréciable, les femmes ne s'opposent dans cet ouvrage. C'est-à-dire que même lorsqu'elles ne sont pas d'accord concernant le fait de garder ou pas cet homme présent dans leur microcosme, il n'y a pas d'opposition franche. C'est-à-dire que ce qui primera systématiquement, ça va être le bonheur, l'épanouissement et surtout la pérennisation, la pérennité de leur groupe. Et donc l'héroïne qu'on suit, elle est brillante, je trouve. Elle a ce côté encore une fois très froid qui est assez intéressant de découvrir chez une adolescente finalement. Et bon, elle a bon nombre de secrets puisqu'on est dans un récit qui est aussi fantastique. Mais fantastique, je dirais que l'aspect purement
Il y a un côté métamorphe un petit peu, puisque bon, on l'apprend assez tôt. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler. Là, je sens que je commence déjà à dévoiler beaucoup de l'histoire. Mais disons que ce ne serait pas nécessaire. Je pense que c'est aussi pour cacher la violence de cette jeune fille derrière quelque chose qui pourrait justifier ces comportements-là. Mais c'est très très beau, c'est très élégant. C'est un ouvrage que je vous recommande vraiment si vous aimez ces thématiques de la vie entre femmes, du soutien qu'elles peuvent s'apporter, et surtout si vous souhaitez découvrir une société qui est 100% matriarcale, qui est une société de femmes, qui est une société qui... Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps cet homme il arrive et c'est là qu'on voit que les choses sont bouleversées, parce que très vite, dès qu'on réaccepte un homme dans une sphère 100% féminine, l'homme va réendosser cette posture de celui qu'on soigne, celui qu'on assiste, celui pour qui on sacrifie tout et on fait tout. C'est d'ailleurs très déroutant de le voir dans ce texte-là, c'est très très bien fait. Je ne sais pas si j'ai été confuse, mais j'espère ne pas l'être. En tout cas, je vous recommande vraiment ce livre. Ça, par contre, je suis plus sceptique. Je suis beaucoup plus sceptique. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais alors... et pourtant, je suis une grande consommatrice de true crime. J'aime beaucoup étudier les psychologies de beaucoup de serial killers. Je regarde beaucoup les HVF, par exemple, de Max Keyes. Je regarde beaucoup de reportages, tout ce qui peut exister en fait sur ces thématiques-là, parce que je trouve ça fascinant. Vraiment, la psychologie des meurtriers, etc., etc. Donc il y a un petit peu une dimension comme ça. Elle est effleurée d'une part, donc il n'y a pas de dimension psychologique bien étayée dans le texte. Et alors, je ne vais pas dire que je m'attendais à tout ce qu'il s'est passé, car ce n'est pas vrai. Mais rien ne m'a surprise pour autant. Je dirais que tout m'a laissée assez froide, assez distante, assez lointaine avec le texte. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je l'ai lu en quelques heures en fait. Parce que je voulais connaître la suite, mais alors sans être véritablement convaincue par ce que j'étais en train de lire, sans pour autant que ce soit viscéral, vital, comme ça peut être le cas parfois avec certains ouvrages où j'ai véritablement l'impression que couper ma lecture revient à m'amputer de quelque chose de nécessaire à un moment donné. Là, ce n'est absolument pas le cas, c'était assez... placide, je dirais. Alors ce n'est pas l'ouvrage en tant que tel, c'est plus la plume qui va avoir cet aspect-là. J'ai l'impression que les choses nous sont décrites de la même façon, que ce soit au moment où on a les révélations censées être un petit peu choc, et au moment où on n'en a aucune. Au départ, on a vraiment cette plume qui est encore une fois... on a vraiment cet aspect placide avec cette famille modèle qui arrive. La plume est très simple, tout est doux, tout est... voilà, on est sur des vacances en bord de mer, tout est parfait en fait. Et alors déjà ça, c'était pas intéressant du tout. Et on apprend que beaucoup trop tard le twist, je dirais, de l'ouvrage. Et du coup, ça ne m'a pas beaucoup plu. Voilà. Donc je pense que, alors même si je suis revenue assez tard, vous faire le retour, j'ai également lu Misery, que j'ai lu. Alors je l'ai fait en lecture audio, puisque j'étais occupée à faire mon ménage, donc je l'avais mis en livre audio. Je l'ai fini dans la journée, donc autant vous dire que j'ai fait beaucoup de ménage. Pourtant ce n'était pas spécialement sale, mais je n'avais pas envie d'arrêter mon livre audio, et je dois reconnaître que c'est un bon accompagnement quand j'ai une activité un peu plus random, je dirais, à côté de ma lecture. Donc c'était vraiment bien. Franchement, Misery, mais incroyable, incroyable. Je vous en parlerai dans un point lecture, mais vraiment incroyable. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, parce que j'ignore s'il est très long, mais j'ai l'impression de vous avoir parlé de beaucoup de choses. Et dans la mesure où le format vlog me permettrait de parler encore d'une quinzaine d'ouvrages, je trouve ça un petit peu triste, parce que ça dénature parfois... les présentations, ça fait un trop plein, je dirais, de titres à noter, à retenir, pourquoi pas, s'ils vous plaisent. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Parfois ça invisibilise, je dirais, des ouvrages qui sont pas mal, parce qu'il y en a d'autres qui vraiment prennent le pas et obscurcissent complètement tout, parce qu'ils prennent toute la place. Donc je préfère vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné, donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez retrouver un petit peu plus fréquemment ce format sur la chaîne. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais auquel je pense assez peu, je le reconnais, d'où l'irrégularité du tournage aussi. Là je suis quand même quelques jours après le week-end initial que j'étais censée consacrer à ce vlog. Bref, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.